Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Il y a des nouvelles logiques marketing qui viennent se mettre avec cet univers de l'influence qui sont assez intéressants parce qu'il y a le Big Bang à bien faire, mais il faut prévoir le follow-up derrière, sinon vous perdez tout le monde derrière. Ce que je trouve super intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que les KPI, on les a à la semaine. Tandis qu'avant, on faisait des posts quanti, on faisait des tests quali, ça mettait des semaines. 3 mois après, on avait des résultats. Donc, il y a la capacité d'être beaucoup plus réactif aujourd'hui. Et moi, je trouve, en tant que marketeur, je trouve ça génial. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Antoine Dubois était un enfant de la communication et du marketing. Après avoir débuté dans des agences de communication, Antoine s'est ensuite dirigé vers des marques qui excellent en marketing, Heinz, Disney ou encore Kellogg's. Après un bref passage en tant que directeur de la communication de la station RTL, Antoine se dirige vers le groupe le plus emblématique français, leader mondial de l'hôtellerie, le groupe Accor, en tant que vice-président communication, médias et réseaux sociaux en 2011, puis évolue progressivement dans le groupe pour être aujourd'hui le patron de l'expérience client pour l'Europe du Sud. Antoine va nous parler du marketing, du service et comment il réinvente l'hôtellerie d'aujourd'hui. Bonjour Antoine, Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Super, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Antoine, on va commencer par ta fonction qui m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Alors je dis ta fonction officielle, comme ça. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc tu es directeur du marketing et de l'expérience client du groupe Accor pour l'Europe du Sud. C'est ça. Explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je suis dans un grand groupe. Les grands groupes adorent les titres un peu pompeux. Moi, mon rôle aujourd'hui sur une zone Europe du Sud, en gros, c'est le nord de la Méditerranée. Ça va du Portugal jusqu'à Israël, en passant par la France, la Grèce, l'Italie. C'est d'opérer les différentes marques hôtelières du groupe Accor, que ce soit sur la partie communication, pour travailler la notoriété, l'image, la perception des marques, et en même temps travailler sur ce qu'on appelle l'expérience client. Alors, l'expérience client, dans notre jargon, en tout cas le mien et dans mon métier, on parle d'expérience client physique. C'est comment tu vas vivre l'hôtel une fois que tu es rentré à l'intérieur, comment on va t'accueillir, quel univers design tu vas y retrouver, quels sont les éléments fonctionnels ou émotionnels que tu vas y découvrir, que tu vas découvrir là-bas, et comment en soi le client va se ressentir par rapport à la promesse de marque. D'accord. Donc tu définis une expérience par marque d'hôtel ou par regroupement d'hôtels peut-être, que ensuite tu fais appliquer en local par les établissements. Tout à fait. Il y a une vision globale de la marque. Ouais. Donc tu peux avoir Ibis, le roi du confort à petit prix, ce n'est qu'un exemple. Et ensuite, nous, on a en charge de prendre cette promesse-là et d'en faire une réalité opérationnelle et d'être capable de la communiquer ensuite sur les différents médias qu'on a à notre disposition au cours de l'année. Donc c'est très différent de mes jobs d'avant, parce que juste avant, j'étais sur la partie stratégique où tu imaginais une marque à 5 ans. Là, on est vraiment sur une planification à 6 mois. Dans l'hôtellerie, on ne voit pas plus que 6 mois aujourd'hui. C'est très dur de voir plus loin avec. Et c'est déjà pas mal dans le temps qui court. Avec le contexte aujourd'hui, c'est déjà pas si mal. Avant, on fonctionnait au mois. L'année dernière, on fonctionnait au mois. Bien sûr. Et être capable de justement implémenter une cohérence entre la partie, bien évidemment, communication de la marque et l'expérience client que tu peux retrouver au sein des hôtels. D'accord. J'ai dans mon portefeuille 18 marques. 18 marques. Donc ça va d'hôtel F1 au super éco. Ouais. On appelle ça comme ça dans notre jargon hôtelier. Au premium et luxe avec des marques comme Raffles, Sofitel, M Gallery, Pullman. Donc il y a du boulot. Ouais. Et puis du coup, tu passes du super économique au super luxe quand même. Donc tu as aussi, j'imagine, des équipes constituées d'experts de chaque secteur ou
ou de chaque typologie d'hôtel, j'imagine? C'est ce qui fait la magie de mon métier, c'est qu'en effet, je dois jongler intellectuellement parlant à une logique très économique et donc une cible qui peut être des VRP ou même des ouvriers qui viennent travailler sur un chantier dans la semaine, à un président qui décide de faire un comité de direction dans un Sofitel dans la semaine, et forcément les attentes ne sont pas les mêmes. Faut pas se tromper, hein. Faut pas se tromper, et donc il faut avoir des équipes dédiées, tu as raison. Ouais, c'est ça. Et Donc on est organisé par segment en fait. Segment. Il y a une équipe super éco, il y a une équipe milieu de gamme avec Novotel Mercure, et une équipe dédiée à l'univers luxe et premium, et les profils sont forcément très différents. D'accord. Ensuite, chaque équipe est organisée un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un directeur marketing pour le segment, et ensuite tu as vraiment une partie dite de brand content et une autre d'expérience client, et sur chaque marque, ils travaillent en binôme. Il y a toujours un référent communication brand content et un référent expérience client. Et donc, dans l'expérience client, si je me projette un peu, typiquement, j'arrive dans un hôtel, je ne dis pas le mur Instagrammable ou le truc comme ça, mais peut-être que ça existe quelque part. Ça, c'est vous qui l'avez pensé, qui l'avez fait appliquer en local. Absolument. Donc, c'est vraiment l'expérience au quotidien. Déjà, quand tu arrives, il y a l'effet visuel du lobby. Oui. Donc ça, c'est le premier touch point. Tu as la musique et l'odeur. Ah, très important ça, ouais. 1, 2, 3. Et ensuite, tu arrives en 4e au bonjour ou à la façon dont tu vas être accueilli par, alors on appelle ça des Ibiciens, des Novotéliens, des Mercuriens, bref, par nos employés qui se trouvent dans les... Oui, c'est une religion. Un petit peu. Mais les marques sont fortes et on a des employés qui sont très attachés, j'imagine. Sont très attachés aux marques. Ouais. Un Ibicien, pour qu'il devienne un Novotélien, c'est... Ah oui, c'est les autres. C'est, mon Dieu, c'est aller ailleurs. C'est pas la même chose. Donc non, mais il y a un univers chez Accor de marque qui est assez impressionnant, et les gens, ils sont très attachés mais bon, quand t'es sur le marché depuis 50 ans, forcément, t'es ancré, vraiment localement. Ouais. Et aujourd'hui, alors, ta vision de l'hôtellerie, alors attention, on va pas se projeter à 6 mois non plus, parce qu'on sait peu trop ce qui arrive, mais tu sens quand même que l'hôtellerie est passée d'un lieu de destination, c'est-à-dire je vais dormir à l'hôtel. Est-ce que tu as aussi lancé Tribe quand même, juste avant? Enfin, c'était quand même un autre concept d'hôtellerie, on pourrait y revenir un peu après, mais tu sens bien aujourd'hui que l'hôtel est devenu un lieu de vie plutôt qu'un lieu de destination? C'est ce qu'on appelle chez nous le tiers-lieu. Le tiers-lieu. Le tiers-lieu. Donc dans les années 50, c'est pas compliqué, hein. Novotel, premier Novotel, l'Île-les-Quins, je vais très vite dans l'historique. Non, mais oui, c'est intéressant. L'Île-les-Quins, premier Novotel en 67. Les fondateurs d'Accor sont allés aux États-Unis, ils ont vu Holiday Inn, ils ont dit mince, c'est dingue, le futur c'est la mobilité, il faut être à l'entrée des villes, au bord des autoroutes, et il faut être capable d'amener fonctionnellement ce que tu n'as pas chez toi. Donc à l'époque, il n'y avait pas de télé chez tout le monde, il n'y avait pas de salle de bain chez tout le monde, il n'y avait pas forcément des toilettes séparées des salles de bain chez tout le monde. Bon, il y a le lit, hein, bien évidemment, il n'y avait pas une piscine chez tout le monde. Donc être capable d'apporter plus que chez soi. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Chez nous, on a des télés gigantesques, on a le Wi-Fi, on a aujourd'hui ce qu'on appelle chez nous du home staging, hein, partout. On essaye de décorer. Ikea a créé la révolution des maisons et de ce que tu peux avoir chez toi. Ouais. Donc on n'en est pas là, on en est sur l'expérience. Il faut savoir surprendre, faut se sentir loin de chez soi, il faut se sentir dans une sorte de cocon où on va vivre une expérience. Donc au lieu de t'attaquer une partie du cerveau qui est sur vraiment le qualité par rapport à ce qu'on va payer, c'est plutôt l'expérience qu'on va vivre par rapport à ce qu'on va payer qui est recherché. Donc l'univers des tiers-lieux, il y a un très bon exemple, c'est Mama Shelter qui a amené ça il y a plus de 10 ans maintenant. C'est comment je suis capable de faire d'abord du restaurant et après de l'hôtellerie et d'attirer des locaux, ce qui donne envie à des gens qui sont en voyage de venir là parce qu'ils savent que dans l'hôtel, il va se passer quelque chose. Ouais, qu'il y a une vie. Enfin, qu'il se passe quelque chose, c'est pas juste un endroit pour dormir ou un endroit sympa. Exactement. C'est un endroit où je pourrais même chiller ou me rester, rencontrer, travailler, échanger, si travailler. Je suis en mode nomade, etc. Exactement. Écoute, j'ai un très bon ami qui a ouvert à Lisbonne, Julien, qui a ouvert le Mama Shelter de Lisbonne. Le Mama Shelter de Lisbonne. Voilà, je vous conseille à tous d'aller le voir parce qu'il mérite le détour. Absolument. Ah oui, c'est un très bel hôtel. Ouais. Mais pour en revenir à la Tribe que tu mentionnais, on est encore dans un autre univers. Comment on fait un lieu d'échange, de télétravail la journée, de 5 à 7 le soir, dans un espace totalement ouvert, dans un esprit un peu coffee shop, ça c'est Tribe. Et puis il y a des chambres au-dessus.
Ouais. Donc le travail dans l'univers du lobby et dans cet espace où tout le monde peut venir se mélanger, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais ça veut dire que pour des marques qui sont implantées depuis 40 ans, comme Novotel, Mercure, Ibis, encore Ibis Styles, il y a une révolution à faire au niveau des lieux, donc d'un point de vue du design pour être capable d'accueillir tout le monde. Une révolution au niveau de ce qu'on appelle chez nous la servuction, donc le service rendu par nos employés. Parce qu'ils se protégeaient un petit peu, nos employés. Ils étaient derrière le desk. Bonjour, vous avez réservé une chambre. Carte bleue, passeport, votre clé de chambre. Merci, au revoir. On respectait les zones. Voilà. Ouais. Et là, on les pousse à aller vers le client. On a enlevé les desks de réception dans les hôtels. On est plus dans un univers de restauration et de bar au sein des lobbies. On organise des concerts chez Ibis. On organise des petits one-man shows chez Tribe. Donc le travail de nos employés dans la façon d'accueillir change. Et ça leur donne beaucoup plus de temps pour échanger aussi avec les clients par rapport à avant où c'était très fonctionnel, encore une fois. Carte bleue, passeport, chambre, clé. Terminé. Bonjour, au revoir. Ouais, c'était un petit peu ça. Et Tribe, c'est un concept australien, non, il me semble. Au début, vous avez lancé en plus en plein Covid, quand même, il faut quand même le rappeler. Alors, entre deux confinements, peut-être. On a ouvert Tribe Paris-Batignolles entre deux confinements en septembre 2020. Ensuite, on a dû le refermer avec le deuxième confinement pour ensuite le réouvrir, mais le réouvrir qu'avec les chambres et pas avec le lobby. Oui. Donc ça a été une période assez compliquée avec le staff de l'hôtel et puis notre capacité à le lancer. Mais pour en revenir à la jeunesse de Tribe, où que ce soit Tribe, Mama, Shelter, 25 Hours, ce genre de marque, généralement, il y a un concept de boutique-hôtel qui émerge. Et ensuite, nous, on est des groupes hôteliers, on mise sur ces boutiques-hôtels. Et ensuite, on se dit, OK, comment on peut en faire des chaînes hôtelières? Parce qu'en soi, ce sont des hôtels à l'origine et ils n'ont pas forcément été définis pour être des hôtels qu'on peut retrouver à travers le monde. Donc, cette capacité à prendre un boutique-hôtel, son concept, son nom, sa marque et être capable de le globaliser, c'est tout le travail qu'on mène sur ce genre de marque et c'est pas forcément simple. Si vous prenez moi, il y a un hôtel que j'adore à Paris, pas chez Accor, ça s'appelle le Chouchou Hôtel à Opéra. Très sympa, j'invite tout le monde à aller le voir, c'est marrant. Donc il y a le concept hôtelier d'un côté, il y a un food court de l'autre en mode guinguette, très sympa, qui fonctionne très bien à Paris. S'ils cherchaient à en faire une chaîne hôtelière et donc à en ouvrir un peu ailleurs, il y a tout un travail d'adaptation pour répondre à toutes les normes et à tous les besoins des consommateurs à travers le monde. Donc il faut savoir adapter un produit qui vient d'un boutique-hôtel. Oui, qui est un truc sur mesure, que tu industrialises un petit peu, mais en gardant l'esprit. Parce que c'est ça l'idée, je pense, c'est de multiplier les expériences. Est-ce que tu adaptes en local aussi? Par exemple, Mama Shelter, c'est une expérience l'expérience parisienne est-elle la même que l'expérience portugaise ou tu rajoutes du local? Il y a la promesse et la base qui est la même ça bouge autour pas. de la générosité dans l'assiette. On est chez maman. Ouais. Après, ça s'adapte et la carte des restaurants s'adapte aux différents besoins. Mais on a une autre marque qui s'appelle Grit, qui est la marque on adore la présenter, de la marque de la seconde chance. C'est-à-dire qu'on donne une seconde chance à un bâtiment et tout ce qui est dedans doit être recyclé et réutilisé. Donc c'est vraiment une marque qui est tournée vers les tendances d'aujourd'hui autour du développement durable, ne rien jeter, ne rien gaspiller, etc. Donc on a créé le premier à Beaune. Avec tous les piliers qui vont bien pour une marque et pour le produit par rapport à cette promesse. Il y a une énorme appétence. On en a ouvert 9 l'année dernière. On va en ouvrir encore une dizaine cette année un peu partout. Il y a Angoulême qui vient d'ouvrir, par exemple. Il faut être capable, nous, de garantir cette même promesse dans plus de 15 à 20 à 25, 30 établissements. Et on fonctionne en franchise. Donc, il faut être capable d'aller expliquer la marque et d'aller imposer. Le mot imposé est peut-être un peu fort, mais en tout cas d'aller expliquer le concept et faire en sorte que nos franchisés soient exactement dans la démarche qu'on veut pour la marque. D'accord. Et du coup, alors, on a parlé rapidement du Covid, mais ça a quand même tout changé, non, dans l'hôtellerie? C'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui a vraiment... Est-ce que ça a vraiment tout changé ou est-ce que ça a ralenti? Ça a évidemment... Non, ça a accéléré certaines tendances qu'on a pu voir. Accélérer la tendance justement de diversifier nos cibles et l'objectif de faire en sorte que nos hôtels deviennent des tiers-lieux, ça l'a accéléré. Ça a accéléré aussi l'utilisation du digital dans mon expérience client physique. Les QR codes avant le Covid, mais personne n'y croyait, quoi.
Je sais pas, toi ou les gens qui nous écoutent, s'ils y croyaient. Mais on voyait ça comme un gadget qu'on voyait un peu partout, sur des campagnes. Ça a été le grand retour du QR code. Et le QR code est revenu et s'implémente aujourd'hui. Donc on a vraiment dû s'adapter et on a accéléré cet usage-là. Ouais. Et le zéro papier dans les hôtels, dans les restaurants, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Ouais. Tout est sur le digital avec des QR codes. Et on a encore 2-3 cartes au restaurant si quelqu'un nous demande une carte en papier. Ouais. Mais c'est vraiment aujourd'hui rentrer dans les usages. Donc ça allait accélérer comme ça certains usages. Le télétravail ou ce qu'on appelait le coworking, mais maintenant on appelle ça le télétravail. Non, c'est la norme. C'est devenu la norme. Ouais. Donc d'un seul coup, nos lobbies se sont remplis de gens qui viennent se poser, mais ils se posent pas 45 minutes pour une réunion ou un débat à deux. Ils se posent, ils mettent leur casque. Faut être capable de leur délivrer un bon Wi-Fi. Donc ça a accéléré différents usages. Et non, ça n'a pas ralenti grand-chose, si ce n'est que ça a remis en cause à un moment donné l'expérience, on va dire, en dehors de la chambre, puisqu'on n'a pas eu le droit de le faire. Ouais. Et est-ce que tu sens que tes clients, enfin tes hôtes, qui viennent chez toi dans les hôtels aujourd'hui, sont contents de revenir et de revivre une expérience un peu d'hôtel, quelque part? Énormément. Les gens ont besoin quand même de Les gens ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de voyager, et on a eu ce qu'on appelle chez nous une bulle de consommation de juin à décembre de l'année dernière. On n'avait jamais vu des chiffres comme ça, même en 2019, avant la crise, dans les régions au bord de la mer. Donc, il y a eu une forte appétence qui s'est calmée directement le 3 janvier avec les annonces, malheureusement. Mais nous, on appelle ça la bulle loisir, c'est-à-dire que on n'avait pas énormément de businessmen, même en semaine, mais en semaine, on avait des gens qui venaient en loisir, qui venaient se détendre, qui venaient découvrir une ville, et on comprenait pas d'où ils venaient. On se disait, c'est pas possible, ils travaillent, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que les week-ends maintenant, avec le télétravail, commencent le jeudi soir et finissent le lundi soir. Donc on va se déplacer dans son lieu de week-end. Le vendredi, le lundi, on télétravaille de l'hôtel ou d'ailleurs. Mais il y a beaucoup plus de départs des villes le jeudi soir et beaucoup plus de retours le lundi soir. Ouais. Donc ça veut dire que ta plage du week-end s'est élargie. Ouais. Que du coup, il faut gérer ça aussi, j'imagine, parce qu'il faut du staff, il faut de la disponibilité, parce que du coup, tu peux vite être complet sur certains hôtels. Ah ben nos hôtels étaient complets de manière incroyable pendant cette phase-là. Ouais. On avait vraiment vécu une très belle fin d'année. Et là, on sent qu'il y a une appétence, mais une appétence pour allez, à partir d'avril-mai, ça va se relancer, ça devrait aller. Oui, on est sur une phase descendante. Normalement, ça devrait aller. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, il faut être prêt. Par contre, il faut être prêt. On s'est habitué, par contre, à être dépendant des annonces gouvernementales comme beaucoup d'entreprises. Enfin, comme beaucoup de secteurs. Donc, on a appris à s'adapter à la semaine. Bon, du coup, ça réactivité, digitalisation, donc vous êtes dedans, enfin, vous êtes en permanence réajustement, quoi. Mais c'est génial. Quand t'es dans l'univers du marketing, c'est génial de se reposer des questions, de se challenger, de challenger les équipes, de demander aux équipes d'être curieux et de s'adapter aux tendances du consommateur qui peuvent changer d'une semaine à une autre. Il y a la Saint-Valentin qui arrive. Alors je sais pas quand sera diffusé, mais il y a la Saint-Valentin qui arrive. Il y a d'autres moments qui arrivent comme ça où il y a une forte appétence et il faut être capable de s'adapter. Ça, c'est tous les enjeux qui nous attendent, c'est l'adaptabilité et la disponibilité, quoi. Exactement. Et c'est quoi aujourd'hui vos plans de développement? Si on regarde par rapport à ta fonction d'aujourd'hui, donc tu as la zone Europe, est-ce que tu as des pays plus prioritaires que d'autres? Est-ce que tu as des la France reste la France reste on a 1800 hôtels sur la zone. Ouais. On en a 1600 qui sont en France, mais avec parfois des réseaux qui fonctionnent à deux vitesses, avec de très vieux hôtels et des hôtels qui sont neufs et de bonne qualité. Donc on a tout un travail de rénovation à mener sur certaines marques pour avoir un réseau qui fonctionne à une vitesse et non pas à deux. Donc ça, c'est le gros challenge sur l'univers français. Le développement de la marque Grit est très forte. On a 13 hôtels qui doivent ouvrir cette année. Donc tout l'univers en France. Donc tout l'univers du développement durable, on sent qu'il y a une forte appétence de la part de nos propriétaires, mais ça veut dire aussi de nos clients qui doivent nous emmener dans tout cet univers-là. Et puis on se développe énormément en Israël. On a 4 hôtels, en Italie également, en Grèce.
Donc on a, on a un fort développement. On a 2 marques nouvelles qui vont arriver sur la zone. Avec la marque, alors c'est des noms qui doivent Movenpick et Swiss Hotel, qui sont des marques qui sont très fortes dans notre portefeuille au Moyen-Orient et en Afrique, qui vont arriver aussi sur la zone. Donc non, il y a de l'action, il y a des projets, et puis il y a la marque Tribe qui doit ouvrir 6 à 7 hôtels dans l'année sur la zone. Parce que là, il y en a qu'un seul à Paris. Pour l'instant, il y en a 2. Il y en a un à Paris et un à Carcassonne. Très bien. Mais il y en a d'autres qui arrivent très très vite. Génial. Bon, et alors, tu as une annonce à nous faire, là? Un petit truc, une exclue pour nous, un truc qui va arriver. Mercure va être partenaire de Top Chef. D'accord. Alors, ça paraît être une annonce, des annonces très publicitaires comme ça. On se dit, ok, c'est sympa, mais so what? Mais pour nous, c'est une belle opportunité de voir comment on peut activer ce genre de partenariat où on commence avec un billboard à la télé et on peut aller plus loin en termes d'expérience client. Et vraiment réussir à intégrer ce partenariat en activation vraiment 360 au sein de l'hôtel, sur les réseaux sociaux, durant les émissions, c'est un gros challenge pour une marque comme ça et ce réseau-là. Donc on est à fond et on invite tout le monde à suivre Mercure sur Top Chef. Ça va être c'est mon annonce du jour. Bon, ils vont pas faire la cuisine dans les hôtels. Rassure-nous. Peut-être. Non, peut-être, on ne sait pas. Bon, on peut pas tout dire. Mais montrer que nos chefs chez Mercure sont capables, et ils le sont, de s'inspirer de ce qui peut se passer de Top Chef et inviter à une expérience culinaire au sein de nos hôtels dans l'esprit Top Chef. Pour nous, c'est vraiment l'objectif. Intéressant, ouais. Bon, on va suivre ça. Si on fait un peu un focus sur la marque et les réseaux sociaux, parmi le portefeuille de marques que tu gères aujourd'hui d'hôtellerie, est-ce que tu as des marques qui sont plus sociales que d'autres ou bien c'est tout le monde? Est-ce que déjà les réseaux sociaux sont importants pour vous? Première question, parce que ça peut ne pas l'être des fois. Est-ce que c'est important et est-ce que tu as des marques qui sont plus sociales que d'autres? Alors sur les réseaux sociaux, c'est important pour nous. Ouais. Nos clients y sont. Ils commentent nos hôtels depuis déjà très longtemps. Ils font ce qu'on appelle du User-Generated Content, de l'UGC. Ils adorent se prendre en photo dans nos plus beaux hôtels. Ils adorent prendre en photo parfois nos défauts. Donc il faut être capable de monitorer et ils sont vraiment en attente que nos marques prennent la parole chacune de manière très spécifique. Donc oui, on utilise vraiment les réseaux sociaux au quotidien et on est très surpris parce que moi je pars du principe que toutes nos marques doivent être sociales. Et étonnamment, les résultats sont parfois sur les vieilles marques que ça cartonne le plus. J'ai des chiffres impressionnants sur Novotel, alors qu'on s'y attendait pas du tout quand on s'est lancé. Mais il y a une appétence, il y a ce qu'on appelle de la brand love, de l'amour pour cette marque-là et du suivi auprès d'une cible peut-être pas très jeune, et on va l'assumer, un peu plus familiale. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui suivent Novotel. Donc on est parti du principe qu'on avait des marques sociales qui allaient être très fortes. Alors forcément, les marques dites lifestyle à la mode, comme Machelter ou Tribe, on s'est dit ça va être simple et on va le fonctionner. Ça fonctionne bien, mais on a aussi nos marques historiques qui arrivent à émerger, comme Novotel ou Sofitel, de manière récurrente. Je dis pas qu'on est surpris par le succès, mais si, je vais le dire en fait, on l'est un peu quand même. Ouais. On s'attendait pas à avoir un taux d'engagement qui soit aussi fort. Et puis nous, ce qu'on mesure beaucoup en plus de l'engagement, c'est ce qu'on appelle la résonance, c'est-à-dire la capacité de nos clients à faire résonner nos marques parce qu'ils vivent une belle expérience. Et ça, on le vit beaucoup à travers nos membres de notre programme de fidélité All, qui font résonner vraiment tout leur expérience sur les réseaux sociaux. Ce sont devenus en partie des ambassadeurs vraiment pour nous et pour nos marques. Du coup, ça fait partie du programme de fidélité? Par exemple, un membre du club fidélité qui va venir commenter plus sur les réseaux sociaux, ça va lui faire apporter des points ou des choses comme ça? Alors, on y a pensé. Ouais. On l'a pas encore mis en place. On est en train de le regarder sur comment le valoriser. Aujourd'hui, on le remercie. On lui demande si on peut utiliser son contenu et le citer quand on va reposter. Mais on n'est pas encore à le remercier et à le valoriser en nombre de points. D'accord. C'est quelque chose qui est dans les cartons. Ça sort pas. Bon, c'est assez complexe à mettre en œuvre. C'est-à-dire que toute personne dans le programme de fidélité, il est relié à un email. Et là, quand on est sur Instagram, on est relié à un @
Donc c'est pas si évident que ça de manière, on va dire, mécanique et industrielle de relier les deux. Donc je pense que c'est juste une histoire de technique derrière. Mais en effet, je pense que c'est important. Et puis le dernier pilier des réseaux sociaux en dehors du contenu, etc., c'est l'influence. Ouais. Bah oui, c'est nos amis influenceurs. Vous utilisez les influenceurs aujourd'hui? Oui, j'imagine. De quelle façon? Traditionnellement en invitation ou bien en campagne? Comment vous les on a les deux aspects. Les deux aspects. On a l'univers dit gratuit, où on génère plutôt en flux entrant ou avec des ambassadeurs, des influenceurs qu'on a identifiés et qui sont OK pour travailler avec nous tout au fil de l'année. Et dans ce cas-là, on arrive à les embarquer, on regarde leur ligne éditoriale, on regarde bien évidemment par combien de personnes ils sont suivis et par qui ils sont suivis surtout. Faut être sûr de la data et être sûr qu'ils sont bien suivis. Mais on regarde surtout la ligne éditoriale pour savoir si ça fonctionne avec la marque et si ça fonctionne avec la politique d'accord. On n'est pas très fan de tous ceux qui sont partis à Dubaï, par exemple. Oui, on va Marseille. Pas partir. Pardon? Ou à Marseille. Non, à Marseille, on prend. Marseille, c'est très bien. Marseille, c'est très bien. Mais Dubaï, c'est compliqué. Mais on les prend. Mais oui, parce qu'il y a une certaine éthique quand même à avoir dans cet univers-là, et on a vraiment une dédiée créée avec Mélissa Lévin, une charte qu'on suit sur cette partie-là. Et ensuite, on a la partie dite payante, donc sur des opérations ciblées marketing, mais on va prendre l'exemple de Top Chef, par exemple, où là, on a du payant avec des anciens gagnants de Top Chef qui vont nous accompagner, qui vont venir faire des stories, etc. On les utilise, bien évidemment, pour leur profil et puis les personnes qui les suivent. Mais là, on ajoute un côté créateur de contenu qu'on peut, nous, utiliser aussi sur nos propres canaux sans forcément les citer. C'est-à-dire qu'ils deviennent aussi créateurs de contenu. Je dis pas qu'ils deviennent des concurrents des agences, parce qu'ils développent pas exactement le même contenu, mais ils deviennent un peu les concurrents des photographes ou des sociétés qui venaient filmer nos hôtels avant et faisaient des films un peu type sur nos hôtels. On préfère les utiliser parce qu'ils ont une touche à eux, ils apportent de l'âme, ils se mettent en valeur, donc on n'a pas des photos sans personne. C'est important de mettre de l'humain dans nos photos. Et donc, ils nous apportent beaucoup dans cet univers-là. Donc, l'univers payant, il est vraiment autour de cet aspect-là de créateur de contenu, surtout. Ouais, du coup, c'est une dimension, c'est une trois dimensions. C'est-à-dire que c'est l'influenceur pour son audience, l'influenceur pour sa capacité à créer du contenu qui vous ressemble et qui vous va bien et qui puisse interpréter les hôtels différemment qu'un photographe, je vais appeler ça classique, mais qu'un photographe professionnel. Et en même temps, peut-être sa communauté aussi, pour l'embarquer dans des expériences qu'ils vont vivre chez vous, quoi. Ouais, tout à fait. C'est bien résumé. Non, on a ces trois piliers-là, mais on ne mise pas que sur les influenceurs. Ça fait partie de notre écosystème en social media, mais l'idée et la capacité de nos partenaires à apporter différentes idées d'activation, ça reste quelque chose qui marche très très bien. On peut pas fonctionner juste avec des influenceurs. Et ce qu'on essaye d'éviter, c'est ce que j'appelle le social shopping. Alors bon, il y a d'autres marques qui sont à fond dedans et j'ai pas de problème. Ils ont l'air de cartonner. Dans notre univers à nous, on est plus à montrer, on est plus à recommander plutôt que faire des codes promo et essayer de vendre directement quelque chose. On est plus dans l'inspiration. Et du coup, tu mesures tout ça, j'imagine, évidemment. Enfin, tu mesures l'appétence de... On a un outil qui s'appelle Sprinkler, qu'on trouve, nous, fantastique pour ça. Et on mesure vraiment. Et tu sens qu'aujourd'hui, ça a un vrai impact par rapport à, pas des réservations, mais en tout cas à des visites ou à des intérêts sur les hôtels? Dans une période où nos hôtels étaient fermés, ça nous a permis de rester vivants. Toute cette animation. Et aujourd'hui, ça reste une source importante d'inspiration, oui. On pouvait... il y a bien évidemment tout l'univers RP, l'univers magazine qui recommande. Mais tout ça, aujourd'hui, on le met un peu dans ce qu'on appelle c'est le earned media, quoi. C'est du earned, On le met vraiment dedans avec l'univers RP. D'ailleurs, les personnes en charge des RP chez nous... Je suis arrivé il y a 11 ans chez Accor. Ils ont totalement changé de métier. Être tournés uniquement sur le journaliste, aujourd'hui, c'est plus leur métier. Ils sont beaucoup plus ouverts et ils essayent de jongler avec les deux univers, qui d'ailleurs souvent s'aiment pas trop, l'univers journalistique et l'univers de l'influence, pour être capable sur un sujet donné de faire émerger.
Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de leader d'opinion, que ce soit en presse ou sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un bon terme, oui, tu as raison. Parce que du coup, c'est le même dénominateur commun. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un avis, qui va interpréter, qui va l'écrire ou qui va le diffuser, pour ensuite que les gens lisent ou regardent. Donc c'est à peu près les mêmes mécaniques dans certains cas de figure, effectivement. Mais c'est intéressant. Aujourd'hui, tu vois des pays plus avancés que d'autres par rapport sur les influenceurs aujourd'hui. Est-ce que la France est plus avancée que Israël ou Non, il y a une pays, tendance globale. Après, c'est globalement l'utilisation des canaux. C'est-à-dire qu'en France, on va être vraiment Facebook, Instagram. En Espagne, Portugal, on est plus encore en train de miser sur du Facebook. Ah oui. Tandis que TikTok, on est en train de s'essayer sur TikTok. C'est encore une communauté particulière. Mais il faut pas être dupe, il faut garder la réalité de sa segmentation de clientèle. Ouais. Si Mercure et Novotel, je donne un exemple, on est sur des cibles en moyenne d'âge supérieure à 45 ans, Facebook, c'est très bien. Et on va aller essayer d'inspirer les plus jeunes sur Instagram, mais on va mettre plutôt le poids de son investissement sur Facebook. C'est là où sont les gens qui représentent ta clientèle. En fonction, bien évidemment, il faut s'adapter. Et aujourd'hui, quand tu fais, alors, c'est pas toi qui fais, mais quand vous travaillez les influenceurs, vous faites des castings, vous avez des guidelines, j'imagine, internationaux, sur lesquels vous avez défini des personas par marque, j'imagine, comme une plateforme de marque, hein. Mais en disant, voilà, Novotel, c'est tel type d'influenceur, tel type d'audience. Et que vous lancez à travers les pays. Tout à fait. Ouais. On a la cible famille, on a la cible des fans de restaurants et de bars, on a bien évidemment segmenté les fans des longs voyages, être capable d'aller raconter un voyage en Asie, etc. Il y a Bruno Maltor, par exemple, qui est un influenceur qui fait ça très bien, avec une ligne éditoriale très propre et très tournée sur le voyage, sur le sourire. On en a qui sont un petit peu plus gras de poil, pour Mama Shelter ou autre. Voilà, on a défini différents segments et en effet, on travaille avec nos différents partenaires à chaque fois pour les embarquer. Et puis, on peut miser sur la star. Donc, voilà, il y a le micro-influenceur et puis la star influenceur. Oui. Donc, quand on a une marque qu'on veut vraiment faire émerger, comme Lena Situation sur Ebi Styles au mois de mai l'année dernière, on s'est vraiment rendu compte de l'aura qu'on pouvait avoir. Elle est un média, elle toute seule, à un moment donné, pour toucher beaucoup de monde. Elle engage beaucoup de monde à un instant T. Ce genre de star, je ne vais pas parler que de Lena Situation. Mais on se rend compte qu'après, on a une très forte déperdition de followers. Donc, on fait une sorte de big bang social tu media. l'utilises pour un lancement. Sur un lancement. Mais après, il faut vraiment être capable avec les équipes de travailler le follow-up sans elle, pour pouvoir en garder un maximum. Donc, il y a des nouvelles logiques marketing qui viennent se mettre avec cet univers de l'influence qui sont assez intéressants parce qu'il y a le big bang à bien faire, mais il faut prévoir le follow-up derrière, sinon vous perdez tout le monde derrière. Et tu as vu justement un changement dans la façon de faire du marketing, puisque tu as quand même fait des grosses boîtes de marketing. Enfin, tu étais chez Disney, tu as eu des grandes maisons qui sont quand même réputées pour leur marketing et leur force, leur puissance quand même. Est-ce que tu as vu quand même, en 11 ans là, chez Accor, l'implication de l'influence ou des réseaux sociaux dans ta définition de ton plan marketing? Est-ce que tu vois de plus en plus d'intégration avec ces réseaux-là pour faire un plan marketing, où avant c'était plus classique, je dirais? Il y a 11 ans, on pensait alors les objectifs marketing, ils sont restés les mêmes. On en a ajouté une qui est la discussion, la socialisation et ce qu'on appelle les alertes sociales quand on a une crise sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est venu s'ajouter. Après, c'est plus un outil plutôt que de changement d'objectif des campagnes marketing qui restent les mêmes. Nos KPIs restent la notoriété des marques, leur perception, le fait qu'elles soient aimées, qu'elles soient le moins neutres possible. Le pire, c'est pas d'être détesté pour moi, c'est d'être neutre sur une marque. Et donc, nous, on travaille vachement là-dessus. Donc, on avait déjà ces KPI-là quand j'étais à Disneyland avant, ou quand j'étais sur Heinz, mon Dieu, il y a longtemps, c'était en 2001, 2002, mais on avait déjà un peu ces baromètres-là. Ce que je trouve super intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que les KPI, on les a à la semaine. Tandis qu'avant, on faisait des posts quanti, on faisait des tests quali, ça mettait des semaines. Et 3 mois après, on avait des résultats. Donc, il y a la capacité d'être beaucoup plus réactif aujourd'hui
Et moi, je trouve, en tant que marketeur, je trouve ça génial. Je Ouais, trouve c'est ça. qu'on vit un bon moment. Ouais. Et on a aujourd'hui une jeunesse qui se réintéresse à l'univers de la communication à une période où j'avais le sentiment, en tout cas, qu'on avait un peu perdu les meilleurs d'écoles de pub ou de commerce ou autres. Ils partaient vers de la finance, ils partaient vers autre chose. Ils se réintéressent à notre univers aujourd'hui. Et du coup, tu réintègres un peu cette data aujourd'hui parce que c'est de la notoriété, c'est de l'engagement, c'est des choses comme ça. Est-ce que tu peux arriver aujourd'hui à te dire, tiens, telle marque d'hôtel là, elle est vachement plus réactive sur les réseaux, donc elle a peut-être une clientèle plus jeune que ce qu'on avait imaginé. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous permettre d'ajuster aussi un positionnement ? Ouais, on est en train. Oui. Ouais. Alors après, c'est un travail sur sur du long 6 terme. mois, un an. Mais prendre la data justement qui vient des réseaux sociaux, etc., pour les comparer à nos études de notoriété et les comparer aussi avec nos études de clientèle. Moi, j'arrive à connaître entre 40 et 50% de mes clients. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent de l'univers indirect où j'ai pas de data. Ouais. Les bookings, Expedia ou autres. Donc, être capable de connaître la moitié de ses clients en ajoutant les données des réseaux sociaux, en ajoutant ce que je connais de mes membres fidèles, j'arrive quand même à me faire une belle cartographie. Ouais. On s'est posé la question, je restais sur Novotel, mais sur la cible famille et Novotel, à un moment donné, on voulait en sortir, en disant c'est pas le futur de cette marque, etc. Mais on se rend compte que ça reste. On se rend compte qu'en final, c'est important et qu'il faut continuer et qu'il faut pas partir sur le fait que Novotel peut devenir une marque pour les businessmen et on s'arrête là. Ça doit continuer à être une promesse familiale autour. Ouais, puis il faut une offre assez large pour tout le monde, enfin pour les familles, pour les célibataires, pour les jeunes, les moins jeunes. Enfin, il faut que tu puisses avoir une gamme complète, quoi. Donc le social listening et puis toute sa data qui vient des réseaux sociaux, non, elle nous amène beaucoup. Le gros sujet en ce moment, c'est les alertes. C'est comment on gère les alertes et comment on gère. Tu sens quand même avec l'arrivée des réseaux sociaux un engouement pour les alertes. Tous se dénoncent sur les réseaux sociaux. Plus qu'avant, quoi. Évidemment, avant c'était un courrier, Donc il faut être capable de le gérer. On est sur 1800 hôtels. Sur un réseau aussi gros, il se passe forcément tous les jours quelque chose. Donc là, énormément de choses de bien et des choses un peu moins bien. Tu as des équipes dédiées là qui sont on a tout un process qui se met en place pour se suivre, que ce soit week-end ou semaine. Pas le choix. C'est une organisation. Hein. Absolument. Ouais. Et tu sens qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas touchés, vous, par les fake news, des choses comme ça, des campagnes un peu de dénigrement. Non, on n'est pas spécialement impacté sur le sujet. Et aujourd'hui, sur les plateformes, sur les réseaux, on a parlé de Facebook, Instagram, TripAdvisor, j'imagine que ça fait partie de vos mais c'est dans notre écosystème depuis le début. Nous, on ne le voit pas comme un réseau social. Certains le décrivent comme étant. Ouais. Nous, c'est un réseau de distribution parce qu'ils commercialisent nos hôtels aussi, TripAdvisor. Donc, ils sont devenus jugés partis, ils perdent un peu. Est-ce qu'on considère que Google est un réseau social ? Non, mais tout le monde laisse ses avis maintenant sur Google. Ça devient important donc, aussi. On le suit. On a un outil qui s'appelle Trust You, qui nous permet de suivre justement tous les commentaires qui peuvent être faits par nos clients quand ils séjournent sur nos hôtels. D'accord. Ça, c'est important de bien mesurer des commentaires de gens qui sont vraiment restés. Super. Bon, écoute, c'est passionnant. Donc, l'hôtellerie. On a des fake comments. Ça existe. On n'a pas des fake news, mais on a des fake comments. Parce qu'il y a quand même toute plein de technologies ou autres qui font que les faux avis, les hôtels avant qu'ils ouvrent, ils ont déjà des avis, alors que des fois, ça vous arrive à gérer, quoi. C'est des choses importantes. Mais... Et on est très attendu, et ça, les internautes nous le remontent beaucoup, surtout les jeunes, les générations entre 20 et 28 ans. C'est assez, dans les âges, on est un peu là-dessus. Sur le zéro plastique et tout ce qu'on peut faire sur le développement durable, mais pas juste sur une marque comme on peut le faire sur Grit et ce qui est reconnu, mais sur l'ensemble de notre écosystème. Tu sens ça maintenant, maintenant, tu sens vraiment c'est remonté. Quand on a du plastique à usage unique, ça remonte sur les réseaux sociaux et on travaille dessus pour qu'à la fin de l'année, on n'ait plus de plastique à usage unique dans nos hôtels, ce qui est un gros challenge. Parce qu'il faut avoir des solutions industrielles. C'est pas nous qui créons les sachets de thé individuels dans du plastique. Mais il faut qu'on soit capable d'aller sourcer les meilleures solutions pour tenir cette promesse. Et on sent qu'il y a une appétence et une attente des consommateurs pour toutes ces évolutions sociétales sur le développement durable. Ah oui.
Donc ça, c'est un vrai sujet que que vous surveillez de près et qui vous font remonter aussi, du coup, une éventuelle modification de l'expérience, du coup, Les client, équipes parce que expérience client sont dédiées. Oui, ils sont totalement sur le sujet, à la recherche de différentes solutions, parce que quand on a annoncé au marché qu'à la fin de l'année, on devait, respecter une partie de la loi, par exemple les bouteilles en plastique, et deux, de tout enlever, forcément, ça fait partie de l'expérience client. Il y a les promesses du groupe Accor, et puis nous, on est vraiment sur la partie opérationnelle, comment on le met en place aujourd'hui. Ouais. Bon, mais passionnant. Donc, futur de l'hôtellerie, ça va devenir des lieux de vie. Enfin, c'est déjà des lieux de vie de plus en plus digitalisés. Donc, ça, c'est intéressant. Vous n'avez pas fait le switch d'intégrer des coworking dans vos... Enfin, Tribe, un petit peu. On a des espaces. Alors, on a une marque de coworking avec Bouygues Immobilier qui s'appelle Wojo. Voilà. Et on a créé dans nos hôtels des Wojo Spots pour les abonnés. Pour les abonnés Wojo, ils peuvent aller se mettre dans nos hôtels. Ils ont 10% sur la partie restauration. Et ils peuvent s'opposer pour télétravailler de nos hôtels. Donc, il y a une offre qui est vraiment dédiée à ça. La problématique du télétravailleur, c'est qu'il faut quand même lui faire comprendre qu'il n'est pas là de manière gracieuse. Ouais. Donc, prendre un café et rester 8 heures quelque part, en soi, même dans la meilleure et la plus sympathique des brasseries parisiennes, il n'y a personne qui laisse quelqu'un 8 heures avec juste un café. Donc, le lobby d'hôtel, c'est un peu la même chose. On se doit d'être accueillant, on se doit de savoir recevoir, de fournir le Wi-Fi, etc. Mais de savoir proposer quand même et de faire comprendre qu'on n'est pas juste là gracieusement. Parce qu'un un des dangers, ça pourrait être de se transformer en salle de réunion, quoi. C'est-à-dire que si ta salle de restaurant est prise par un café et des ordinateurs, c'est plus la même expérience pour tes clients qui viennent déjeuner. C'est exactement ça, mais il y a des logiques qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'on propose du télétravail où le son de la musique est plutôt basse jusqu'à 18h. Par contre, à 18h, il est décrété qu'on passe en mode plutôt cocktail et 5 à 7. Ouais. Et donc là, le son est monté. Mais les gens sont prévenus. Bon, c'est comme en boîte de nuit, quand tu allumes la lumière, c'est qu'il faut partir, quoi. Voilà, quand on monte le son, nous, c'est qu'il faut boire un coup. C'est ça, il faut boire un coup. C'est plus sympathique. Il faut consommer, c'est déjà plus sympathique. Bon, super. Écoute, merci beaucoup, Antoine. On va conclure par des questions un peu rituelles qu'on a à la fin de l'épisode. Ok. Sur les prochains projets campagne, on en a déjà un peu parlé, mais si tu as d'autres lancements qui arrivent, n'hésite pas, c'est maintenant. Mais non, on a une grosse campagne qui doit arriver sur Ibistyles à la fin de l'année, mais toutes nos marques vont être actives de toute façon en communication sur 2022. On est vraiment sur la reprise. Et puis, on se doit déjà de se projeter un petit peu et de voir ce qu'on peut faire sur les JO 2024. Oui, c'est comme demain, ça. Ça va aller vite. Et là, c'est à la maison, c'est chez nous. On se rend pas compte, mais ça va venir vite. Donc, comme on est partenaire, les équipes vont vachement travailler cette année pour préparer le plan de com du JO à partir de 2023. Votre partenariat, c'est sur l'hébergement officiel. Donc, vous allez créer des lieux ou des choses comme ça, ou vous allez adapter? Je vais garder ça confidentiel. Il faudra me réinviter, je vous en parlerai avec grand plaisir. Avec plaisir. Dès que tu peux, tu nous dis, tu viens nous voir. Si tu avais un conseil aujourd'hui pour un jeune diplômé ou jeune directeur marketing qui débute dans sa carrière, hôtellerie ou pas, c'est de rester passionné quoi qu'il arrive. Et surtout de travailler de manière itérative. Moi, c'est ce que j'ai appris en 20 ans, là, c'est que ce soit en agence de publicité ou quand on est chez l'annonceur, il faut avoir des convictions, mais il faut savoir travailler de manière itérative avec les gens, il n'y a que comme ça qu'on arrive à les embarquer. Donc ça, c'est vraiment important. L'itération, pour moi, dans tout ce qu'on fait, les échanges, la compréhension, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Très clair. Bon, reste fidèle à toi-même, donc je trouve ça parfait. Si tu avais un livre de référence à nous recommander, qui t'a inspiré ou qui te... Il y a une BD qui est sortie qui s'appelle Un monde sans fin, qui explique justement d'un point de vue, pas développement durable, mais qui explique un peu que aujourd'hui toute notre société est liée à l'énergie et à notre consommation d'énergie et que ça va pas durer encore 100 ans et qu'il va falloir s'adapter. Et cette BD est super intéressante pour moi parce qu'elle explique d'où on vient et en quoi l'utilisation de l'énergie à un moment donné va s'essouffler. Et j'ai vraiment beaucoup appris en lisant cette BD. On peut se divertir, mais aussi apprendre en lisant des BD. Bah ouais, ce serait l'objectif, quoi, parce que c'est un gros sujet qu'il faut qu'on traite, et qu'on n'a
pas traité à mon avis, mais je ne sais pas si on a encore le temps de le traiter, mais en tout cas, il faut commencer maintenant, quoi. Exactement. Super, écoute, merci beaucoup Antoine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois qui arrivent ? Une année 2022... Une année 2022 avec beaucoup d'expérience et surtout plus de confinement. Plus de confinement. Donc, si le Covid nous entend, loin de chez nous. Oui, reste loin s'il te plaît. Merci beaucoup Antoine. C'était un plaisir. Au revoir. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.